C'est un monsieur qui était simple parce que vous voyez, sa maison, c'était une petite maison qu'il a eu même à construire à la demande des membres du parti. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes tous sur la radio Bakambi, comme le dit toujours, Bakambi est une radio qui émet depuis le Royaume-Uni. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2022. 18 mars, date assez douloureuse pour certaines familles au Congo, douloureuse pour beaucoup de Congolais. Date qui rappelle beaucoup de choses, mais aussi une date qui devrait être sûrement une date qui devait symboliser l'unité nationale. Alors nous en parlerons aujourd'hui. Vous serez en compagnie de M. Samba Dankoumbi, économiste, homme d'affaires qui lui aussi se définit comme un résistant. M. Samba Dankoumbi, bonsoir. Bonsoir, cher ami Ebelebe Caius. Oui. Et bonsoir les co-débatteurs du média Bakambi Radio. Et bonsoir aux Congolais et Congolaises, sans oublier les amis du Congo qui sont tant sur le territoire national et qu'au niveau des différentes diasporas de notre pays repartis de par le monde. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Samandiankoumbi. Nous serons aussi en compagnie de M. Mawel, M. Didier Mawel, qui représente l'UPADS Europe et UPADS France. M. Didier Mawel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bélévé. Bonsoir. Comment allez-vous, M. Mawel, aujourd'hui? Je pense que là, je peux dire que je vais très bien. D'accord, très content. Votre voix, en tout cas, le montre. En tout cas, merci beaucoup d'être là, M. Didier Mawel, vous qui êtes toujours fidèle à votre poste comme les autres. Nous aurons aussi M. Gaïno, politologue, et Adjo Omer, membre d'un groupe qui n'est pas un parti politique, mais qui défend aussi la liberté d'expression et le droit partout et quand il en a l'occasion. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, c'est tout à fait bien dit. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à mes panélistes. Bonsoir, M. Caius. Et bienvenue à la radio Bakambi. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, comment allez-vous en tout cas aujourd'hui, 18 mars? Ça va très bien, merci. Je pense que le débat d'aujourd'hui est très intéressant parce que nous allons parler quand même d'un problème qui a touché beaucoup les Congolais, à savoir le 18 mars. C'est une date historique pour les Congolais et il est normal qu'on en parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous aurons aussi monsieur Patrick Ndion, fidèle à son poste, qui représente le PCT, bien toujours là pour défendre le PCT, mais aussi pour avoir sa clairvoyance dans les analyses politiques, économiques et de tout ce qui est la vie sociale. Monsieur Ndion est professeur d'économie en France, mais il enseigne encore d'autres matières. Monsieur Ndion, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, chers panélistes. Et surtout, bon vent à la radio Bakambi. Aujourd'hui, c'est une date historique et pour le PCT et pour le peuple congolais et le peuple africain, parce que c'est une date vraiment, vraiment historique. Le 18 mars 1977, c'était douloureux. Aujourd'hui, on peut parler avec peut-être beaucoup de sourire, beaucoup plus d'aisance, mais c'était douloureux le 17 mars, 18 mars. le 18 mars 1977. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Vous êtes en France et vous observez la vie politique française avec la campagne qui a commencé. Nous sommes à 3 semaines. Nous allons parler plutôt aujourd'hui du Congo. Nous parlerons des législatives congolaises. Si on en aura l'occasion, mais on va en parler. Pour commencer, nous allons parler avec vous, M. Ndion, vous qui êtes membre du PCT. Le 18 mars, c'était il y a 45 ans. Le Congo perdait un des cadres congolais, le président de la République, qui était M. Marien Ngouabi. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, 47 ans plus tard. Quel bilan on peut tirer de cet événement? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut... Bonne question. En tout cas, merci beaucoup, cher ami Monsieur Caius Ebelebe, de cette question. Oui. Comme je l'ai dit dans ma partie introductive de salutation, que c'est une journée extrêmement importante pour tous les Congolais, très importante pour tous les Africains, les panafricanistes. En effet, comme nous le savons tous, il me plaît de le répéter, de le rappeler quand même, oui. Le 18 mars 1977, mourait le commandant Marien Ngouabi, président de la République du Congo, par ailleurs fondateur en 1969, le 31 décembre notamment, du Parti congolais du travail. Donc, le bilan qu'on peut faire, le bilan par définition a deux parties. Une partie qu'on appelle l'actif, une partie qu'on appelle le passif. Mais je préfère qu'on s'attarde beaucoup plus sur l'actif,
pour des raisons tout à fait historiques, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Alors, le président Marien Ngouabi, le commandant Marien Ngouabi, non seulement en tant que panafricaniste, non seulement en tant que président de la République, fut le président fondateur du Parti congolais du travail. Nous retenons de lui, c'est un personnage historique, c'est un modèle pour les militants du Parti congolais du travail, c'est un modèle pour les Africains. Modèle pourquoi? Parce que non seulement il avait créé un parti qui perdure jusqu'à aujourd'hui, mais également il a été un homme politique charismatique, un homme politique modèle, un homme politique humble, un homme politique simple dans son comportement. Mais ce n'était pas seulement une perte politique, et pour le PCT, pour le pays et pour l'Afrique, mais c'était également une perte, s'il vous plaît, M. Cayus, une perte aussi sur le plan intellectuel. Hein. N'oublions pas que c'était l'un des rares présidents à l'époque qui était en même temps président de la République, mais continuait encore ses études. Il faisait des recherches dans le cadre, comme vous le savez tous, hein, de la physique nucléaire, parce qu'il se disait que l'indépendance énergétique du Congo, oui, ça pouvait provenir des barrages hydroélectriques, du plus grand, du fleuve que nous avons le Congo, de l'océan que nous avons, des barrages qu'on peut mettre de gauche à droite, mais le fait que nous soyons submergés par le soleil, les rayons solaires pouvaient être utilisés aussi comme source d'énergie et contribuer à l'indépendance énergétique du Congo. Donc, il faisait des recherches en physique nucléaire. C'est l'une des raisons, sur le plan strictement scientifique et intellectuel, que l'université aujourd'hui, à l'époque, Université de Brazzaville, porte son nom, Université Marien Ngouabi, son mémoire de ça. Donc, pour chuter, je dis que c'était une grande perte, parce que pour nous, jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des militants du Parti congolais du travail considèrent le camarade Marien Ngouabi comme étant un modèle à suivre, un modèle d'intégrité politique, un modèle de comportement, un modèle de militantisme, un modèle d'humilité, un modèle d'exemplarité et un bon président. Ce fut un bon président. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Pour vous, c'était un visionnaire parce qu'il pensait déjà aux énergies, comme on dit aujourd'hui, hein, aux nouveaux énergies, aux énergies nouvelles, on va dire. Donc il avait cette vision, d'après vous. Monsieur Mawel, vous qui êtes aujourd'hui dans l'opposition, Ngouabi n'est pas parti d'opposition, mais malgré cela, il a quand même rayonné sur toute l'Afrique. Quel est aujourd'hui ce qui reste de ce qu'il aurait voulu que le Congo soit, ou que le Congo fût? Voilà, je crois que le calme est revenu. Moi, personnellement, Marien Ngouabi ne m'a pas marqué de cette façon-là, parce que à cette époque-là, j'étais contre-révolutionnaire. Je m'opposais au marxisme-léninisme. Je m'opposais à ce système qui a introduit le laxisme et la gabégie à l'intérieur de notre République. Maintenant, si on veut parler plus spécifiquement du 18 mars, on ne peut pas parler du 18 mars sans parler de deux autres dates. La première, c'est le 22 mars de la même année, 1977, où on a crapuleusement abattu, assassiné le cardinal Émile Biayenda. Et je voudrais quand même souligner que l'un d'entre nous ici a perdu son père de suite de cet événement, même si c'est intervenu un peu plus tard, en janvier 1978. C'est notre frère Richard Samba Dinkumbi, dont le père a été, moi je dis, assassiné, compte tenu du fait que le procès qui leur a été fait était un mauvais procès. Monsieur Samba Dinkumbi a perdu la vie à la suite donc de cet événement. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens tout simplement que ces gens qui se disaient révolutionnaires, ils avaient comme habitude de s'entretuer. La révolution mangeait ses enfants, disait-on. Et là, ils sont montés au sommet. Là, ils sont montés au sommet et ils ont tué celui qui était à leur tête. En essayant de monter un certain nombre de scénarios tout autour, et en faisant que, depuis qu'il est parti, le pays a sombré dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire absence d'ordre, c'est-à-dire que tout s'en va à volo. Je ne sais pas si je peux dire plus, mais je crois qu'ayant dit cela, j'ai parfaitement résumé ma pensée.
D'accord. Alors pour vous, donc, vous ne direz pas que aujourd'hui, l'UPADS et tous les partis d'opposition, toutes les forces d'opposition, la nouvelle constitution congolaise qui vous donne cette reconnaissance, ce n'est pas une évolution malgré ce drame qui s'est passé en 1977. Pour vous, ça n'a pas de conséquences directes. La société congolaise n'a pas évolué depuis, c'est ce que vous voulez dire. Je ne crois pas. C'est la conférence nationale souveraine qui a engendré le multipartisme. Attention. On se base sur le passé, pour que le passé ne se répète pas. C'était pas seulement pour que le passé ne se répète pas, c'est pour que l'on sorte de la bêtise. C'était cela. Et on n'en est pas sorti. La preuve, elle est là. Nous savons comment ça se passe. Nous savons quel type de démocratie nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire une absence totale de démocratie, sauf sur des formes, certaines formes, et ces formes-là ne sont pas encore la démocratie. Alors, je vais M. Samadjakoumi. M. Samadjakoumi, M. Mawel a parlé de votre père qui est décédé depuis. Vous avez, pour cette date-là... Non, c'est pas il aurait été. Il a été passé par les armes. D'accord, alors je parle donc de ce n'est pas vrai. Samadjakoumi, pour vous, cette date-là, elle marque aussi ça, la mort de votre père, et puis pour le Congo? Non, mais bon, d'ailleurs, je crois que c'est regrettable d'un côté parce que la limite de temps ne va pas me le permettre. Je voudrais d'abord témoigner, avoir une pensée patriotique de remerciement à l'endroit de M. Didier Mawel. On sent que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire selon sa lecture. Et la lecture de par son parcours, de son engagement en politique. Quand j'entends notre modérateur, M. Caius, parler, on sent qu'il y a un peu de balbutiement. Mais c'est normal, parce que pour beaucoup, nous avions quel âge? Nous étions certains dans l'insouciance de l'enfance. 9, 10, 11, 12. D'autres nous venons à peine de rentrer dans la jeunesse ou dans l'adolescence, 15, 16, 17. Et ceux qui avaient 20 ans, au jour d'aujourd'hui, ils sont de la soixantaine forte. Donc on sent déjà qu'il y a un bagage. Et pour... Vous voulez dire par là que M. Caius n'a pas de bagage, donc il balbutie pour raconter l'histoire? Non, je ne veux pas dire que M. Caius n'a pas. Je sens que M. Caius, de par l'âge qu'il incarnait à l'époque, il veut ramener à la situation au temps contemporain. Mais pour Didier, il repart d'abord à l'histoire. Qu'à cela ne tienne. Mais merci d'abord de mettre cette question. Je ne savais pas qu'un jour j'allais avoir l'honneur de débattre d'un tel sujet avec Patrick Ndian. Je suis longtemps suivi et où je commence à voir la différence entre le citoyen Patrick Ndian et l'acteur politique membre du PCT, ce parti qui est un parti fossoyeur des acquis de la République. Mais moi, je crois que quand lui, il parle que le camarade Marin Ngouabe était le fondateur du PCT, c'est un peu avoir une lecture biaisée de l'histoire de ce parti-là. Ceux qui étaient à l'origine les ténors du côté des lettrés, il y avait Noumazalaï. Il y avait, parmi les jeunes, il y avait les gens comme des Ange Diawara, et vous allez avoir les Pierre Nzé, vous allez avoir des gens comme les Grailles, Nala. Et après, il y a eu un volet des hommes en armes, des hommes en treillis, qui vers la fin, vous allez comprendre que les hommes en armes vont faire dégager par la gouvernance sous la baïonnette les intellectuels et ils vont s'accaparer du pouvoir. Mais en réalité, l'idée de la création du PCT sort de Noumaz, Graille... Si vous savez que vous avez 3 minutes, est-ce que vous pouviez aller sur la date du 18 mars? Vous avez 3 minutes, vous avez dépassé? Oui, pour la date du 18 mars, oui. Nous, au niveau de la résistance, au jour d'aujourd'hui, vu l'impact négatif dans la gouvernance du Congo, nous ne prenons pas comme une seule date. Nous disons ceci, aujourd'hui, 18 mars 2022, correspond à la commémoration des 45e anniversaire des douloureux événements de mars 1977. Et comme ils ont eu pour une des conséquences
le procès stalinien du mois de janvier-février 1978, nous disons donc que ça correspond aussi au 44e anniversaire de la Cour spéciale révolutionnaire. Donc, ayant pour objectif, semblerait-il, de juger les prétendus accusés qui étaient 43, et parmi les accusés, il y a eu 11 qui avaient été condamnés à la peine capitale, et parmi les 11, il y a eu 10 qui ont été exécutés, qui sont passés au petit matin, et il y a eu un 11e qui a fini sa vie sur terre comme étant ambassadeur du Congo en Suède. Donc voilà en un mot la définition même du mot. Maintenant, les agrégats, les enjeux... Là, vous dépassez carrément les 6 minutes, M. Samandia Koumbi. Merci. Non, mais allez-y, si vous voulez encore avoir 2 minutes de plus, je veux bien vous accorder, mais sachez que vous dépassez les 6 minutes. Ça, c'est d'entrée. Le premier tour, ça, c'est d'entrée. Maintenant, après, on reviendra pour savoir est-ce que on va étudier les influences, est-ce qu'on va étudier les agrégats, est-ce qu'on va étudier les facteurs? Parce que c'est quand même... Je pense qu'aujourd'hui, on ne fera pas tout ça. Si vous voulez faire une émission spéciale, ça sera autre chose. Là, on va beaucoup plus parler de la date anniversaire, ce que ça symbolise au niveau national et au niveau international. Maintenant, si vous voulez ajouter autre chose, vous pouvez ajouter encore, ça ne me dérange pas pour l'instant. Sauf si les autres veulent parler, je peux laisser la parole à M. Gaïno. Et on revient vers vous. M. Gaïno, pour vous, le 18 mars, au niveau national, au niveau international, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel enseignement on peut en tirer? Est-ce que je comprends très bien que c'est très douloureux pour beaucoup de gens, c'est douloureux pour beaucoup de familles. Il y en a qui ne diront pas, mais il y a beaucoup de personnes, des Congolais, même des jeunes Congolais, qui n'auront pas vraiment tout compris, comme l'a su dit M. Samandia Koumbi. Mais il y a quand même, je veux dire, il y a peut-être, ça sera un peu mal interprété, mais il y a peut-être une page qu'il faut tourner, qu'il faut avancer. Le pays écrit ses histoires douloureuses, mais l'avenir doit être rayonnant pour les Congolais. Oui, merci M. Caius. Vous venez de dire quelque chose qui me tape beaucoup, c'est de dire que dans tous les pays du monde, on a connu des journées sombres et des journées glorieuses et il faut toujours avancer. Oui, et le 18 mars, pour moi, rappelle un événement, une journée où le Congo a connu un moment très douloureux, insupportable, où on a connu des assassinats, où on a connu tous les malheurs de ce qui pouvait nous tomber sur la tête. Moi, j'aurais voulu plutôt prendre cet événement comme étant un événement qui a secoué largement le peuple congolais dans son entité, sur tout le territoire. Vous savez, un président qui est assassiné en plein jour, ça suscite l'étonnement de tout le monde, parce que le président, c'est quelqu'un qui est bien gardé. Et Martin Ngobi, c'était un homme sobre, c'était un homme honnête, c'était un homme, on peut lui attribuer tous les défauts. Vous savez, diriger un pays, c'est pas si facile que ça. Il y a des qualités et des défauts. Et c'est un homme qui avait de bonnes qualités, un homme simple, facile à côtoyer, très amical. Moi, je l'ai connu personnellement. Et c'est qui était simple. Mais je voudrais quand même corriger quelque chose sur ce qu'a dit M. Ndion. Non, M. Martin Ngobi n'étudiait pas, si vous voulez, l'énergie, c'est pas moi que s'il a dit nucléaire, non, il était dans l'énergie solaire. Dans l'énergie solaire. Oui, qui était un avenir. Bon, enfin, ceci, on peut dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas rentrer là dans le détail. Mais je vais tout simplement parler de cet homme-là. Il était un homme franchement convaincu de l'idéal, et il avait peut-être des défauts, mais qui était convaincu de son idéal, qui a mobilisé le peuple congolais à travers un idéal qui était la révolution. Même si on peut en douter, mais il y avait quand même cet idéal-là. Le peuple congolais était plus uni. On chantait, on était très bien. On était libres. Nous autres, moi j'étais à cette époque-là étudiant. On pouvait sortir, rentrer à 2h du matin, 3h du matin sans être inquiet. Et c'est un monsieur qui était simple parce que vous voyez, sa maison, c'était une petite maison qu'il a eu même à construire à la demande des membres du Parti congolais qui voulaient que le président ait au moins une maison chez lui à Brazzaville, alors qu'il n'en avait pas. Donc c'était un homme sobre. Bien sûr. Mais moi, j'en veux, si vous voulez, pour sa mort, je l'attribue à l'armée parce que moi, j'ai écrit un post dans lequel je dis l'armée, à ceux qui exécutaient ce qu'elle avait promis. C'était l'armée que moi j'appelle l'armée des pirates. Parce que l'armée avait dit ceci, Omar président, si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. La question est de savoir, avait-il reculé pour qu'on l'abatte? Je ne saurais pas vous répondre. Mais certains Congolais ont peut-être la réponse, je ne l'ai pas. Mais il a été abattu.
Et malheureusement, comme tout criminel, quand il abat quelqu'un, il trouve toujours le moyen d'éliminer tous les témoins susceptibles de venir témoigner. Mais ça, c'est l'histoire de tout le monde. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand on a tué Kennedy. Tous les témoins ont été exécutés. Nous avons connu les malheurs du monde comme mon frère Samba Diankoumbi aujourd'hui, qui en souffre. Il en parle avec courage. Moi, je le félicite. C'est un monsieur, franchement, pour qui j'ai de l'admiration parce que c'est pas toujours évident de revenir sur ce passé-là. Mais écoute, moi, je te dis, tu as mon soutien, tu as mon courage. Et je pense que le Congo a connu tellement de malheurs à cause de la politique, a connu des événements dramatiques. C'est pour ça que je m'oppose à tout système dictatorial. Parce que tous ces systèmes dictatoriaux-là ne nous conduisent qu'aux assassinats, ne nous conduisent qu'à des pertes de vie humaines, alors qu'on peut faire mieux. Le 18 mars nous montre la méchanceté de l'homme. Comment l'homme est méchant vis-à-vis de son voisin, comment l'homme est méchant vis-à-vis de son frère. Qu'il n'y a pas de frère en politique, nous devons faire extrêmement attention. Je crois que c'est là où je dis la démocratie, c'est une bonne chose, parce que le pouvoir n'est pas au bout du fusil, le pouvoir au bout de la parole. Qui convainc qui? Là, c'est de ça qu'on doit parler. Qui convainc qui? Comment pouvons-nous bâtir notre futur en tenant compte du passé, en tirant des leçons du passé? Et je pense que quand j'ai entendu mon frère Samba Diankoumbi parler, il n'est pas rentré dans le cadre de ce qui le concerne. Il voulait un peu faire... Et c'est vrai, nous devons tirer des leçons pour que plus jamais ça. Voilà. Et le 18 mars, 45 ans après, quel bilan tirons-nous de ces années-là? Quel est le bilan? Et j'aurais voulu que M. Ndion, qui est au PCT, qui nous dise quel est le bilan. Non, on ne veut pas revenir, on ne va pas ressusciter les morts. J'en ai perdu aussi lors de cet événement-là. On ne va pas ressusciter les morts. Mais quel est le bilan 45 ans après? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-il positif ou négatif? Avons-nous continué dans la tuerie? Avons-nous compris que rien ne sert d'éliminer les autres pour le pouvoir? Gaïno, vous dépassez les 4 minutes. Voilà, c'est cette question-là que je pose aussi à nos auditeurs. Quel est l'avenir du Congo? Est-ce que c'est le monoparte qui nous conduit vers cette lutte tribale où je dis dire cela, c'est mon frère, on est là pour une vie? Ou bien c'est lui qui dit, moi c'est pour le pouvoir? Je crois qu'il faut choisir le bon chemin. Le bon chemin, c'est la démocratie. Le pouvoir au bout de la parole et non au bout du fusil. Voilà. D'accord, je vous remercie. Alors moi, j'ai une question qui m'est personnelle. Il m'est arrivé de parler avec des gens et on avait fait cette remarque un peu assez, on va dire, succincte ou résumée, mais peut-être pas objective. Les Congolais parlent beaucoup de Lumumba, de Kwame Nkrumah, et ils parlent beaucoup de leaders politiques héroïques extérieurs. On avait Thomas Sankara qui avait pris Ngouabi comme exemple. Je me souviens d'un discours qu'il avait tenu à Pointe-Noire et son discours était sous le modèle de Ngouabi. Alors, est-ce que les Congolais prennent Ngouabi comme étant un modèle ou ils préfèrent avoir des étrangers comme des modèles à l'image un peu de la nation qui n'est pas encore unie ou qui devrait être unie autour d'un homme qui, comme vous l'avez dit, M. Gaïno, n'était pas parfait, mais il voulait bâtir une nation avec son unité derrière. Est-ce que c'est un peu ça qui nous manque pour aujourd'hui bâtir ce socle d'unité, M. Gaïno? Moi, je vais me permettre encore de compléter. Avant de parler du Congolais qui ne veut pas reconnaître son propre fondateur, ça c'est une aberration. Parce que je crois que ce que M. Gaïno a eu à avancer, en tant qu'individu, le commandant en chef, il est mort, il avait 39 ans. Donc c'est pratiquement la fleur de l'âge. Et dans son humilité, dans son patriotisme, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Donc, je vais rétablir la question de la fondation. Nous avons plusieurs anecdotes qui concernent le PCT et comment ils sont. Je crois que le documentaire initié dont nous avons été co-acteurs par un des descendants de M. Boucambou Julien, qui a été aussi parmi ceux qui a accompagné Boucambou Julien, originaire du Sud, plus exactement de Mindouli, du département du Poul, qui a été un des parrains en politique de Noumazalaï, de Graï, du président Marien Ngouabi et tant bien d'autres. C'est d'abord ça. Moi, je ne parle pas avec iniquité parce que l'idéal de la construction, du développement de la République, tel qu'il avait voulu les pères de l'indépendance. Les pères, quand je parle de père, je parlerai de le premier président, je parlerai de Jacques Opango, je parlerai de Chikaya, je parlerai de Julien Boucambou, je parlerai... Il y a beaucoup. Mais la question, avant qu'on arrive à là,
permettez-moi du point de vue historique de dire ceci. Il y a la description des événements, mais il y a aussi la retranscription historique. Et c'est dans cette retranscription, ce n'est pas dire on l'a tué, il était comme ça. Non, ça c'est nous décrivons. Maintenant, quand on fait les analyses 45 ans, il faut savoir au moins découper dans l'espace et le temps comment se sont passés ces 45 ans pour qu'on arrive à là où nous sommes arrivés. Parce que si nous n'avons pas connu les facteurs, parce que les facteurs ne sont connus que du milieu très très restreint de l'élite politico-militaire de l'époque, menons des retranscriptions. Donc analysons. Pour nous, au niveau de la résistance... Je vais juste vous interrompre un peu. Vous voyez bien que si on doit faire tout ça, on en a pour 45 jours minimum quand même, non? Non. Écoutez, je n'ai pas dit qu'on va dans le détail. C'est pour ça que j'ai dit, déjà, parce que quand tu nous parles de pourquoi le Congolais n'honore pas le camarade Marien Ngouabi, je dirais non. Nous qui l'avons connu, nous qui avons connu ce Congo où il faisait bon vivre, nous qui avons connu ce Congo où on a vu les taxis que nous avons connus, nous, de notre enfance, c'était des voitures particulières. Et après, pour faire le distinguo entre les voitures particulières et les taxis, on nous a mis des couleurs vert, blanc pour Brazzaville, bleu, blanc pour Pointe-Noire. Ça, c'était ce Congo où il y avait la liberté. Mais le Congo qui est venu après, où le militaire a pris le dessus sur la gouvernance citoyenne d'un État, malheureusement, nous avons que le caractère prédateur de l'homme, c'est là. Et c'est pour ça que je vais chuter par là, je voulais juste vous dire ceci. Pour nous, au niveau de la résistance, la situation de l'analyse sur la valorisation du personnage, de l'acteur politique, du panafricain, qui était le commandant Marien Ngouabi, se saisit en 3 phases. Du point de vue temps, de 77 à 91, de 91 à 2012, de 2012 de nos jours. Et je peux vous dire que une personne qui a décrypté l'histoire sous ce angle-là te dira que le camarade Marien Ngouabi savait se remettre en question. Et c'est cette remise en question par rapport à la gouvernance du Congo qui a coûté sa mort. Quand on dit, la fameuse maxime que vient de dire Léné Gaïno, quand il dit, on lui avait dit, camarade président, si tu avances, nous avançons avec toi. Si tu t'arrêtes, donc ton hésitation, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Or, lui, il avait fait, dans son patriotisme, dans son amour à la nation, il s'était posé 1001 questions. Mais ce qui va en bas, c'est juste la description. Voilà un peu du point de vue historicité, et je peux te dire, je peux vous affirmer que j'avais fait une sortie de là-dedans, quand j'avais dit, le camarade Marien Ngouabi a laissé un potentiel intellectuel d'une valeur inestimable, que même les gars du PCT, ceux qui viennent pour se servir et non servir un idéal, et non servir la République, ne connaissent même pas. Et ils viennent nous chanter que... Je vais vous faire remarquer que vous avez vraiment largement dépassé le temps. Merci beaucoup. Alors, M. Gaïno, vous vouliez répondre à ma question, vous vouliez dire Pardon, vous pouvez me reprendre la question parce que... Je voulais dire, est-ce qu'autour, et ça c'est valable pour tout, hein, c'est valable dans le domaine sportif, domaine politique, domaine économique, même dans l'écriture, on a des écrivains, on a des chercheurs comme Théophile Obenga, comme Mankassa, Tati Lutar, Henri Lopez, que nous ne valorisons pas dans nos écrits, dans nos citations. Et c'est aussi valable pour Ngouabi, ce qu'il était. Est-ce que ce sont plus les Africains qui nous intéressent, parce qu'on est plus attirés par l'étranger, et on parle moins de nos acteurs à nous, à l'extérieur? Est-ce que nous aussi, nous pouvons mettre en valeur les nôtres? Est-ce que Ngouabi, aujourd'hui, 18 mars, chaque année, les gens s'arrêtent pour dire, bon, il a été tué, c'est dramatique, mais pourquoi ça ne symbolise pas une forme d'unité qui ramène les Congolais à être encore plus patriotes qu'avant? Parce que tout le monde reconnaît qu'il s'est sacrifié pour ça. Qu'il était sûrement... C'était ça. Pourquoi on n'arrive pas à former cette unité-là en ce moment-là? Merci, M. Cayus. Vous savez, pour former l'unité d'un pays, il faut d'abord créer une nation. Or, l'État congolais n'a jamais été une nation. Et c'est ça ce qui est dramatique,
quand on parle de la nation d'un pays. C'est ça ce qui nous empêche de pouvoir admirer les écrivains, les sportifs, ceux qui... Oui, valoriser, regarder le sport. Comme on appelle l'écrivain qui est aujourd'hui connu dans le monde entier, j'oublie son nom. Mais Alain Mamakou. Alain Mamakou, par exemple. Oui, personne ne le cite dans les écrits. Laissons d'abord les écrivains de côté parce que les écrivains ne peuvent les valoriser que ceux qui les lisent. Mais quand on prend le sport c'est une activité qui unit les peuples. On a vu dans les années, je sais plus, je me rappelle plus de mémoire, quand le Congo gagne la Coupe d'Afrique, on voit comment les Congolais sont unis. Et il y a des activités, et souvent c'est des activités sportives où on porte l'honneur de la nation. Ça vous unit. On a vu ici quand la France a gagné la Coupe du Monde, on n'a plus regardé qui était noir, qui était blanc. On a vu l'équipe de France, on a vu la France. Or, le problème de nous, Congo, c'est que nous négligeons ces aspects sportifs qui créent, c'est pour ça que je parle de la nation. Ce sont ces aspects-là qui créent la nation. Or, ces aspects-là, nous les négligeons. Comment voulez-vous parler de l'unité lorsque nous ne créons pas des choses qui attirent l'unité? Moi, je vais vous dire un petit exemple, je vais m'accorder encore 2 minutes de plus. Oui. À l'époque de Massamba Débat, il y avait ce qu'on appelait... c'était quoi? Il y avait des forums qui l'organisaient comme ça, je crois qu'on appelait ça foire internationale. Vous aviez tout le peuple qui venait, il y avait des gens qui venaient de tous les coins du Congo qui se retrouvaient à Brazzaville, les tam-tams, les machins, des trucs comme ça. Et les gens se retrouvaient et se tissaient des amitiés, se connaissaient. Il n'y avait pas cette haine-là. Mais notre problème, c'est qu'on n'a jamais vu vraiment ce que j'appelle, moi je regrette ce que dit M. Diankombi, quand il parle Marangwabi, mais ça commence pas là. Sous Massamba Débat, nous n'avons pas eu la paix. C'était aussi des tueries, c'était des assassinats. Donc nous n'avons jamais eu une gouvernance où le peuple congolais est vraiment tranquille. On a eu des gouvernances perturbées depuis Gulou, l'exportation des machuanistes. C'était pas normal. Sous Massamba Débat, on a vu la Gémenaire, on a vu la défense civile. Ça n'a jamais été normal. Sous Marangwabi, on a connu ce qu'on a connu. Sous l'Issouba, la même chose. Sous Sassou, n'en parlons plus. Donc, vous voyez que le Congo, depuis son indépendance, n'a jamais connu une période de paix où les Congolais peuvent créer cette union-là. Et c'est ça ce qui est dramatique chez nous. Il faut qu'on le reconnaisse. Ne jetons pas la mathème sur telle tribu ou telle autre chose. C'est nous tous qui sommes comme ça. Je crois qu'il revient aujourd'hui aux générations, de réfléchir comment bâtir une nation. Et la nation ne peut se bâtir que si le peuple se connaît. Travaillons ce que moi j'appelle les moyens de communication, les voies de route, les routes, pour que les gens puissent aller du nord au sud. Moi j'ai un ami à Ouesso. Je prends ma voiture, je peux aller à Ouesso sans attendre quoi que ce soit, un avion. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à bâtir l'unité et la nation d'un pays. Ce n'est pas en isolant les gens, c'est plutôt en laissant les gens libres de se promener. Et la liberté chez nous, ça n'a jamais existé, la liberté de parole. Moi, j'étais jeune sur Massamba Débat, mais j'ai vu comment la Gémenaire agissait. Mais c'était pas la liberté de cette époque-là. Les Poabou, les Machokota, les Nganzalo, comment. C'était des assassinats purement comme ça, vous voyez. Donc, franchement, reconnaissons les choses que le Congo n'a jamais connu une période de paix. Il faut bâtir une nation, je l'implore de tout mon cœur. Et je demande aux jeunes aujourd'hui de comprendre qu'il ne peut pas avoir une paix sans créer une nation. Il ne peut pas avoir une paix si nous ne laissons pas la liberté de parole, si nous ne sommes pas démocratiques, si on ne peut pas dire que pour arriver à atteindre tel but, il faut faire des efforts personnels. Il faut savoir convaincre, il faut savoir travailler. Ce n'est pas l'arme qui doit parler, c'est la parole, c'est la bouche. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Dion, est-ce que vous pouvez intervenir sur ce sujet? L'unité nationale, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que voilà, ce qui s'est passé il y a 45 ans, ça peut malheureusement permettre qu'on arrive à bâtir un socle d'unité nationale pour dire, de tels événements n'auront plus lieu, le Congo ne devra plus connaître ça, on l'a vu dans d'autres pays où on a dit plus jamais ça, et voilà, est-ce qu'on peut aller en avant tous ensemble et dépasser ce qui nous divise, et plutôt bâtir ce qui peut nous unir? Est-ce que c'est ça la philosophie du PCT? M. Ndian? Ah, il n'est pas à l'écoute. Allô? Oui, M. Ndian. Vous m'entendez? Très bien, oui. Bon, donc je disais que je vais répondre en 2 temps. D'abord, pour prendre la dernière partie de votre question, la paix, l'unité nationale, ce sont des processus qui se construisent dans le temps.
dans le temps, c'est-à-dire à long terme. Mais on vous reproche de vraiment... l'utiliser comme un argument pour rester au pouvoir, alors que vous créez, quelque part, les gens pensent que vous créez un désordre pour créer la paix. Le PCT, hein. La démocratie accepte la pluralité de la pensée. D'accord. Mais c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre qu'ils pensent comme ça. Pour revenir à votre question dans sa première partie, d'abord dans sa deuxième partie, je voulais terminer en disant que dans l'histoire des peuples, tous les pays du monde connaissent des hauts et des bas depuis leurs indépendances. C'est ainsi qu'au Congo, tu le rappelais là, nous avons connu des périodes où il y a eu de la paix et nous avons connu des périodes où malheureusement il y a eu des coups d'État, il y a eu des assassinats, il y a eu des morts. Depuis 59, les indépendances, jusqu'à la mort du président Martin Ngobi. Donc, la paix est un processus à long terme qui se construit avec des bas et des hauts, des bas et des hauts. Ça, c'est valable pour l'ensemble des peuples du monde. Maintenant, sur votre première partie, M. Kayoussi, je dirais que nul n'est prophète chez soi. Effectivement, une partie du peuple congolais va reconnaître en Martin Ngobi un leader charismatique, un gros chef d'État, un grand président, mais une partie aussi ne va pas le reconnaître. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Mais il me plaît quand même de rappeler que Martin Ngobi, c'est quand même une figure panafricaine qui a été prise en exemple par beaucoup de pays. Vous l'avez rappelé que nous avons le jeune à l'époque, Thomas Sankara, qui a pris Martin Ngobi comme un modèle. Nous avons également le docteur Agostino Neto, le grand patron du MPLA à l'époque, qui avait pris le Congo, qui avait pris Martin Ngobi comme modèle, d'où les relations entre le PCT et le MPLA se sont solidifiées. Il y a beaucoup de pays qui considèrent, beaucoup de jeunes africains, quand on cite les leaders panafricains que l'on peut prendre comme modèle, si on prend depuis les années 60, on peut citer Lumumba, on peut citer aujourd'hui Thomas Sankara, mais on passe quand même par Martin Ngobi. Donc, moi je ne suis pas étonné qu'au Congo, une partie du peuple reconnaisse la valeur charismatique de ce leader, qui est Martin Ngobi, et qu'il y a une partie qui ne comprenne pas, c'est normal, c'est de bonne guerre. Hier, nous étions au Mono, nous étions tous ensemble. Bon, maintenant, après la conférence nationale, il y a eu une naissance, mise en place de la démocratie pluripartite, plusieurs partis sont nés, et vous remarquez que tous ces partis ont vu l'explosion du PCT, c'est-à-dire qu'ils sont issus du PCT, qui sont allés créer leur parti tous et tous, il n'y a pas de problème, mais cela n'empêche pas honnêtement, intellectuellement et politiquement, de reconnaître que Martin Ngobi est un exemple d'humilité, un modèle, un leader politique, charismatique, qui se reconnaît. Donc je parlais de la physique nucléaire, c'est pas la physique nucléaire, hein, c'est la physique solaire. Parce qu'il faisait des études pour voir comment utiliser le soleil, source d'énergie. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aborder les aspects douloureux. Parce que moi, j'ai bien perdu mon père. Je sais que ça veut dire perdre un être cher. Je comprends mon frère Samba Diakoumbi, dont le père est mort dans des conditions atroces, des conditions difficiles, qui sont les conséquences de la mort du président Martin Ngobi. Donc, je ne voudrais pas aborder cet aspect parce que c'est un peu, comme qui dirait, remuer le couteau dans la... C'est pas bon pour notre frère. Et l'ensemble des Congolais qui ont perdu aussi beaucoup de parents dans les dérivés de la mort du président Martin Ngobi. Je voudrais juste m'arrêter sur le symbolisme de la date du 18 mars, notamment le 40e anniversaire de la transfiguration du président Martin Ngobi. D'accord. Monsieur Mawel, est-ce qu'on peut parler d'anniversaire ou on peut parler plutôt d'une date tragique? Parce que le terme anniversaire, je ne le comprends toujours pas. Non, c'est bien un anniversaire. Hein? Oh, il s'agit d'un anniversaire. Qu'il se soit joué plusieurs tragédies ce jour-là. D'ailleurs, j'oubliais. L'anniversaire n'est pas joyeux, monsieur Mawel. Monsieur Mawel, un anniversaire n'est pas joyeux. Oui. Un anniversaire n'est pas joyeux. L'anniversaire, c'est pas une naissance. Non, un anniversaire n'est pas forcément joyeux. Un anniversaire, c'est étymologiquement une date. On revient à la même date. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement ça. Donc, Martin Ngobi est tué ce jour-là, Kimbola Kaya est tué ce jour-là, je pense qu'il y a eu Peya, si je me trompe pas, ça doit être Peya Okumu qui a été ravagé aussi
devant l'état-major. Oui, c'est un anniversaire malheureux, mais c'est un anniversaire. Mais je pense que dans ce cas-ci, on insiste. Anniversaire ne veut pas forcément dire l'anniversaire joyeux. La bonne façon de le dire, c'est anniversaire de naissance. Parce qu'il y a l'anniversaire du mariage, il y a l'anniversaire d'autre chose. Et là, c'est l'anniversaire d'événements douloureux dans ce pays. C'est un anniversaire. Moi, je voulais chuter pour essayer de clore si M. Bélévé n'a pas vu la parole. C'est M. Mahal, c'est terminé. M. Mahal a terminé. M. Combi. Oui, j'ai vu et entendu la rhétorique de compassion donnée par, à mon endroit, donnée par Gaïno et Indian. Je peux vous assurer, cet événement, il y a plusieurs lectures. Mais quand nous sommes en politique, il faut savoir regarder les choses en face. Voilà ce que a chanté un éminent artiste dans la chanson Les Immortels. Tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oui. Encore Franklin Bukaka, en le chantant, savait-il qu'il est mort en 72, donc aujourd'hui, 50 ans après, cette pensée-là au niveau des patriotes, au niveau des panafricains, elle résonne si comme elle venait à peine d'être mise sur orbite hier. Et encore, quand vous allez reconnaître par un monsieur comme Henri Lopez, quelqu'un en proche de Franklin Bukaka, en réalité, cette phrase n'est même pas de lui. C'était le président Mao qui l'avait dit à un moment, il avait instruit au président Marien Ngouabi, et le président Marien Ngouabi l'a transmis à Franklin, et Franklin en a mis ça dans sa chanson. Donc c'est pour dire que moi, d'une manière citoyenne, nous avons dépassé ce cadre-là. Nous savons que papa était là, papa était un engagé, et au fur et à mesure, quand je dis la vérité historique, parce que quand on s'arrête là, je vais maintenant rebondir sur la nation congolaise. Force est de reconnaître que la nation congolaise n'a jamais existé, même si c'était la volonté des pères de l'indépendance. Pour la simple raison que le Congo actuel, tel qu'il a été circoncis, c'est une œuvre importée par le colon. Territorialement, c'est une œuvre qui a peut-être 60 ans ou 50 62 ou 63 ans. Mais cette œuvre-là, elle est importée. Et comme la minute vient, et je vais finir par là. Je recommanderais aux gens d'acquérir le livre écrit à titre édité par les éditions Paris, Les origines du mal congolais. C'est là où chaque génération doit connaître sa destinée. Et c'est à lui maintenant, ou c'est à elle, de l'honorer ou de la déshonorer. Nous sommes en train de travailler pour tout le Congo datant ne revienne sur la scène publique. Et quand on va se projeter pour les années à venir, au moins que nous laissons ce Congo fraternel, ce Congo joyeux aux générations futures. Même si nous avons hérité d'un Congo qui est pratiquement lambeau. Donc voilà, je me dis que c'est même l'une des raisons, et aussi fondamentale, où j'ai donné mon accord de principe en tant que citoyen, d'être co-débatteur au niveau de Bakambi Radio, où tu sens la diversité tribale, la diversité d'engagement politique, la diversité de formation, hein, nous allons apporter. Et grande est notre joie de constater que nos messages ou notre ligne éditoriale politique, sociopolitique, est relayée jusque-là tant au niveau de toute l'arène politique du Congo. Donc voilà, ne nous regrettons pas, les parents sont partis, surtout le mien. Je sais que là où il est, quand je dis Samba Diankumbi, deuxième du nom, je sais pourquoi je le dis. Et au-delà, quand on vient dire le concept de devoir de mémoire, le sang des martyrs et des héros de la République réclame vérité, justice et réparation pour une nation réconciliée. Parce qu'elle n'a jamais existé, c'est juste un jumelage de population et le caractère prédateur de l'homme a fait de telle sorte qu'on puisse
on croit venir imposer, nos jours aujourd'hui, le pouvoir a compris que quelque part, ils sont asphyxiés. Il faut savoir se remettre en question. Monsieur Zamanyakomé, vous êtes parmi les seuls qui dépassaient vraiment le temps. Je vous demanderai s'il vous plaît de respecter le temps. Mais je me force de... Un petit mot, monsieur Kayus. D'accord, je vous en prie, mais j'essaie de, comme vous la semaine dernière, vous avez rappelé le temps. Le temps est une notion importante parce qu'on est sur un sujet qui a duré 1 heure, il était prévu pour moins que ça. Oui, monsieur Gaïno, et puis on va passer à l'autre sujet, s'il vous plaît. Oui, un petit mot, je ne serai pas lent, monsieur Kayus, merci bien. C'est tout simplement pour préciser et redire à monsieur Samba Diakoubi que nous tous, moi aussi qui parle, j'ai été endeuillé ce jour-là. Donc, si j'en ai parlé, c'est parce que je reconnais aussi que nous tous, c'est une histoire dramatique qui est arrivée à tout le monde. Il y a eu beaucoup de familles qui ont été éprouvées ce jour-là et j'en fais partie. Ce n'est pas parce qu'on en parle que j'ai pas envie de mettre tout ça sur la place publique, mais c'est pas vraiment pour dire que non, c'est tout simplement parce que et des nôtres, on a eu une pensée pour toi, mais aussi j'ai eu une pensée pour moi-même parce que je vous en remercie. Voilà, j'ai eu aussi à subir cet événement-là de façon très douloureuse. Voilà. Alors, je voulais quand même que tu le saches.